Duval, président du Forum Jeunesse du Bloc québécois de la Montérégie. C'est globalement l'exécutif du Forum Jeunesse du Bloc québécois de la Montérégie qui organise l'événement. Et je remercie beaucoup à la Société Saint-Jean-Baptiste, Boris Roussier, à Pierre Lemoyne du Coville, les présidents de circonscription du PQ, du Bloc, qui ont aussi aidé à diffuser le message, le mouvement Montérégie français, et ainsi que l'autre journal que je sais qu'ils ont publié aussi. Je remercie les conférenciers ou les personnalités qui sont présentes, dont M. Daniel Turk, qui est candidat à la présidence du Parti québécois. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, section de Roussier, M. Michel Lepage. Pour de Roussier, c'est Mme Agathe Boyer. L'ex-député de Brassard-la-Prairie, M. Lucier. Madame la députée de Saint-Bruno-Saint-Hubert, Mme Carole Lavallée. M. Romain Philippot, qui est auteur qui conférencier ce soir et auteur de Derrière l'État des Marais et Power. M. Gilbert Paquette, président des Intellectuels pour la Souveraineté et ex-ministre de la Science et de la Technologie. Si j'oublie des gens, ça serait possible. Donc, je vais commencer tout de suite par une allocution du président du Forum Jeunesse du Bloc québécois, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui va vous dire quelques mots. Merci. Alors, oui, tu as oublié quelques personnes. Le plus important, c'est des collègues au Forum Jeunesse. Alors, il y a ici Alain Bernier, qui était président avant de la région de Montérégie au FJBQ et qui est maintenant à l'exécutif national comme responsable des groupes jeunes. M. Raphaël Côté-Bernier, qui est président de Montréal-Ouest. M. Louis-Joseph Benoît, qui est responsable du contenu de l'exécutif national. Et bien évidemment, le président de la Montérégie, qui vient de vous adresser quelques mots. Applaudissez-le aussi. Les premiers mots vont pour toi, Xavier. Merci d'avoir organisé cet événement-là. C'est une très belle initiative. Franchement, c'est le genre de choses qu'on voudrait voir plus souvent dans toutes les régions du Québec. Donc, merci et félicitations pour ça. Je veux aussi vous remercier à vous tous d'être ici. Je vous salue par la même occasion. Est-ce que vous vous souvenez des minutes du patrimoine? Oui. En bien évidemment. Moi, j'ai grandi en regardant ces vraies vidéos-là qui nous montraient tous les beaux moments de l'histoire de notre merveilleux pays, qui visaient à nous faire sentir Canadiens, qu'il fallait en être fiers. Donc, c'était ça le but. Est-ce que vous vous souvenez aussi de Jean Pelletier, paix à son âme aujourd'hui, mais qui disait, lorsqu'il était un haut placé de Radio-Canada, que c'était grâce à lui, que c'était grâce à la Société d'État, que c'était grâce à Radio-Canada que le PQ n'avait pas eu les résultats qu'il voulait en 98, puis que Bouchard est obligé de reculer sur son empressement de provoquer un troisième référendum. Est-ce que vous vous souvenez du congédiement de Normand Lester, coloré personnage, un excellent journaliste qui a contribué avec brio à notre devoir de mémoire et en menant une enquête extraordinaire sur la véritable histoire du Canada? Parce que, plus que la question de la concentration de la presse, qui est inquiétante, qui est dangereuse, je suppose que M. Philippot va nous en parler tout à l'heure, il y a la question de la proximité trop grande entre ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, qui est les médias, et le pouvoir politique. Parce que ça, c'est très dangereux. Parce qu'on a vu, avec la commission Gomery, avec toutes les histoires de propagande et de propagande, on a vu justement qu'il y avait une proximité extrêmement dangereuse en démocratie. Là, évidemment, on n'est pas dans une société stalinienne. Il n'y a pas de censure aussi, et de propagande massive, il n'y a pas d'encadrement de masse, etc. Sauf qu'il y a véritablement un déséquilibre dont il faut relever entre le point de vue fédéraliste et le point de vue indépendantiste, et c'est normal, parce que c'est une société d'État, donc c'est normal qu'elle fasse la promotion du Canada, qui est son pays. Mais mais on aurait tort, nous, de ne pas répliquer. C'est à nous de construire. Je m'adresse aussi aux jeunes qui sont ici ce soir. C'est à nous de construire une presse indépendante, une presse indépendantiste, de construire des médias qui vont pouvoir véritablement fournir l'information et faire la promotion de notre identité nationale et de notre intérêt national, comme le Canada nous impose le sien.
Il y a eu des expériences par le passé. M. Louis Michaud, exemple, dans les années 70, qui avait fondé le jour. Mais après ça, malheureusement, ça a été infiltré par l'extrême gauche, puis ça a duré maximum. Je me rappelle bien 1 an ou 2 ans, ça a été bref. Mais même là, on pense aussi à Québécois. Pierre Pellado qui a bâti un empire avec un point de vue éditorial nationaliste. Puis on peut encore en être fier aujourd'hui, la plupart du temps. Pensons aussi au CRPC, un organisme fédéral. Vous rappelez-vous l'histoire de Choix FM en 2004, si ma mémoire est bonne? Pour la plupart d'entre nous, on est d'accord sur une décision qui était méritée pour cette station-là. Ils ont utilisé un langage inadmissible. Mais c'est une histoire de Québécois qui doit se régler entre Québécois. Puis Normand Lester avait d'ailleurs découvert à l'époque que des stations anglophones qui avaient beaucoup plus de plaintes n'ont pas suivi le même genre de traitement. Pensez-vous, est-ce qu'à chaque chose que Don Cherry dit, est-ce qu'on a déjà envisagé de fermer sa station? Non. Pas vraiment. Donc, c'est une dimension sur laquelle il faut se pencher. Pourquoi pas rapatrier l'ensemble des communications et créer le plus rapidement possible, justement, un CRPQ qui pourrait s'appliquer selon nos règles, qui pourrait faire en sorte que nous-mêmes, on fasse appliquer notre musique francophone et notre contenu. Je pense que c'est une urgence. Puis j'appelle, pour terminer, l'ensemble des jeunes ici, et évidemment tous les gens ici présents, à travailler à la libération des communications, parce que l'indépendance ne va jamais devenir sans qu'on ait une presse indépendante. Merci. Donc, la menace à Fontenay pour le restant de la soirée. Je vais passer à une petite vidéo qui est un documentaire fait par un étudiant du Cégep, son nom est Camille Boileau. Et puis, en tout cas, il a travaillé assez fort, c'est très, très bien produit. Par la suite, il y a M. Robin Philpot qui va entamer, suivi de Mme Carole Lavallée, et en dernier, M. Gilbert Paquette. Le tout sera suivi d'une période de questions. Donc, les questions vont seulement être à la fin pour sauver du temps au cas où qu'on manque de temps. Donc, voilà, ça va commencer. En fait, ils n'ont pas des journalistes, mais des cadres extérieurs qui peuvent apporter sa solution. La convergence, ce n'est pas un principe québécois. C'est né de la fusion de AOL, qui est une compagnie Internet, et de Time Warner, qui était une vieille compagnie de médias. Et l'idée, c'était d'utiliser toutes les parties de chacune des deux compagnies pour faire la promotion des autres composantes de la compagnie. Ça devient problématique parce que si tous les médias, dans cette logique de convergence, deviennent la propriété uniquement de quelques propriétaires très limités, ou 2-3 grands groupes uniquement, ce qui va arriver, c'est que personne ne pourra critiquer ces 2-3-là, il peut y avoir une espèce de collusion. Alors sur le plan démocratique, c'est très grave qu'au Québec, on nous dise que 90% de tous les médias sont contrôlés par 2 grands groupes. Ça, il y a vraiment un problème. Ça veut dire que si ces 2 grands patrons réussissent à obtenir l'appui, par exemple, du patronat, ils pourraient s'arranger dans leurs médias pour qu'aucune critique substantielle, vraiment importante, puisse être formulée contre le secteur économique. Heureusement, on n'est pas rendu dans cette dictature-là. Sauf que sur le plan démocratique, on a déjà permis une situation qui n'est pas tolérable, qui n'est pas bonne pour la vitalité démocratique d'une société qui se dit ouverte, qui se dit tout à fait démocratique, qui se dit prêt à accepter toute la variété des opinions. On nous chante le capitalisme et ses vertus, puis on nous dit souvent
Le capitalisme, c'est la démocratie, c'est la liberté. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux exprimer tes opinions. Or, quand le cinquième pouvoir, les médias, qui est supposé contrôler les autres pouvoirs, qui peuvent, eux, être très proches les uns de l'autre, le pouvoir judiciaire, policier, législatif et exécutif, mais si le cinquième pouvoir, en plus, est contrôlé par des intérêts particuliers, là, on a un problème. Les citoyens se voient privés de la possibilité réelle d'avoir un œil attentif sur la bonne conduite des choses. En termes d'information, il y a des dangers, c'est certain, à la concentration. Personne ne voudrait que tous les médias qui desservent une région, qui desservent le Québec, appartiennent à une seule et même entreprise. On veut qu'il y ait au moins quelques entreprises. Bon, le norme n'est pas tout à fait fixé, ça dépend aussi de la taille du marché, qui nous donnent de l'information parce qu'on a l'impression que si c'était la même ou s'il n'y en avait pas suffisamment, on n'aurait pas un grand choix, que les sujets traités, la façon de les traiter pourraient être identiques d'un média à l'autre. Est-ce que la concentration qu'on a au Québec est dangereuse? Elle est à certains égards. Je pense que le cas le plus patent de concentration qui pourrait poser un danger, c'est celle de Québécois, qui possède les 2 journaux les plus lus à Québec et Montréal et le réseau de télévision le plus écouté pour son information, TVA. Les journalistes de Québécois, eux, là, vraiment, ils manifestent qu'ils ont plus de pression pour faire l'autopromotion, la promotion des produits québécois. Ils ont aussi plus d'inquiétude face à l'autocensure, par exemple. Ils sont obligés de s'imposer. Donc, il y a vraiment là, la grande problématique est chez Québécois. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs. Elle est peut-être moins visible, moins criante ailleurs, mais il y a plus de pression qui vont contre la déontologie du journalisme chez Québécois. Donc, ceux qui veulent faire leur travail aussi bien qu'ailleurs, ils ont plus de contraintes. Surtout dans le spectacle, la télévision, la culture en général, et le sport éventuellement, s'ils ont une chaîne de télévision de sport, comme ils veulent l'avoir, ou une équipe de hockey un jour, ça va poser des gros problèmes. Moi, j'ai fait la vérification avant qu'on sorte les 2 dernières années. Donc, 114 numéros du télé-horaire qui est diffusé dans le Journal de Montréal avait des unes liées à Québec. Sans exception. Sans aucune exception. Cette espèce de convergence d'affaires où on a un poste de TV qui fait de la production télé, genre Star Academy ou Occupation Double ou Montréal-Québec, puis on se sert de ces journaux pour mousser l'affaire. L'autre bord, c'est toujours bon. Montréal-Québec, c'est toujours bon. Occupation double, quand tu lis le Journal de Montréal, c'est un fleuron de la culture occidentale. Avec Aristote puis Maupassant. Quand on va dans le Journal de Montréal, par exemple, plus de les émissions de TVA, là, on se dit, il y a peut-être justement un danger que les mêmes informations, le même propriétaire, fassent en sorte que les mêmes contenus d'entreprise circulent d'un pays à l'autre. La convergence des médias au Québec. On a traité ce sujet-là au Franc-Tireur il y a 7 ans. On a fait la liste sur une table, on a sorti tous les magazines qui appartenaient aux Québécois. Il y en a beaucoup. La convergence au Québec, là, c'est plus seulement québécois, c'est ça qui est étonnant. Tu as Radio-Canada et la presse. Et Radio-Canada, c'est Jean-François Dumas d'Influence Communication qui disait que 10% de tous les invités de Radio-Canada provenaient de la presse. Disons que le Québec, c'est une des sociétés où les médias sont à peu près les plus convergés dans le monde. C'est un des endroits où tu as 2 grands groupes. On suit dans la presse écrite, c'est Power Corporation, tu as Québécois. Tu vas aller chercher à peu près 96-97% de la presse écrite directe là. Le Devoir, mon petit journal indépendant qui fait un travail journalistique tout à fait respectable, c'est quand même très marginal. Alors là, tu te ramasses avec 2 grands groupes, dont un, Power Corporation, qui est drôlement orienté politiquement. On commence à découvrir et à savoir et à comprendre que la presse et tout le volet médiatique de l'Empire Power Corporation, c'est simplement un truc pour diffuser les idées de M. Paul Desmarais. Mais Power Corporation, en plus,
eux qui s'assurent de rayonner encore davantage, parce que là, ils ne sont pas capables tout à fait de compétitionner Québécois qui, eux, peuvent s'appuyer sur une télévision TVA. Fait que là, Power nous disait, bon, ben, comment on va faire, nous, pour rentrer dans l'espace télévisuel des Québécois? Poisson, confiture, ananas et gingembre. Et la grosse fraise. En fait, une entente secrète avec Radio-Canada, bientôt au tournant des années 2000. Bien sûr, aujourd'hui, dans le contexte où on vit au Québec, à quel point la collusion, cette espèce d'entente secrète entre des acteurs privés pour pisser les choses en leur faveur peut être ruineuse pour une société, peut avoir des conséquences graves. Et à l'époque, Radio-Canada n'était pas soumise à la loi d'accès à l'information. Donc, on n'était aucunement capable de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette entente-là. Et là est arrivé un phénomène quand même particulier, c'est-à-dire l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Et là, Harper, lui, il a soumis Radio-Canada à la loi d'accès à l'information. Donc, ce qu'on savait, ce qu'il y avait déjà dans ce document-là, c'est que la presse et Radio-Canada avaient décidé et accepté de partager des ressources tant monétaires que structurelles que journalistiques. Alors, quand vous voyez toujours André Pratt sur les ondes de Radio-Canada, vous voyez Marc-Zag qui est tout le temps là, il y a comme des raisons qui fait que... Quand les journalistes de Québécois vont à Radio-Canada, ils se font dire par leurs boss qu'ils sont des traîtres. Puis nous, moi, j'aimerais ça y aller à TVA commenter. Vincent Malzard aimerait ça. Mais on ne peut pas se faire inviter. C'est une politique de TVA de ne pas inviter les chroniqueurs de la presse. Ce sont que les chroniqueurs du Journal de Montréal. Donc, on va arrêter ici parce que le restant, ça ne parle pas nécessairement de la question de la concentration des médias, mais ça va plus dans d'autres terrains. Mais c'était vraiment. Je sais pas comment ça va. Ouais, ça. Donc, cette partie-là, c'était vraiment pour mettre la table vers les prochains orateurs parce que dans le fond, ça va être toute la concentration de la presse moins que la question nationale. Donc, j'inviterai M. Robin Foucault à